C'est un château emblématique qui domine les plaines syriennes, face à ce que l'on appelle la Trouée d'Homs, une passe historique qui relie les montagnes du Liban et la côte méditerranéenne. Construit il y a plus de 1000 ans, sa taille démesurée, son emplacement et sa forme unique en font un élément clé des croisades. Pendant plus d'un siècle, les hospitaliers, maîtres des lieux, le transforment dans des chantiers titanesques et le rendent imprenable. Mais sa légendaire histoire commence par un terrible événement. En 1170, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a tout changé. Il est attesté, documenté, ça a été un des plus forts tremblements de terre du Moyen-Âge au Proche-Orient. Et donc, il a vraisemblablement pratiquement tout détruit. Après ce grand tremblement de terre, l'ordre a décidé qu'il voulait faire quelque chose de tout nouveau. Donc là, on construit un château en polygonal qui est flanqué de tours. Et on construit tout autour de la cour, à l'intérieur, des bâtiments qui forment les logements des frères hospitaliers. Le Krak se trouve à flanc de montagne. Au nord, à l'est, à l'ouest, le relief escarpé le protège. En revanche, au sud, la montagne le domine légèrement. Les hospitaliers vont donc placer 3 tours rectangulaires pour augmenter sa défense. Ce nouveau château-caserne répond à tous les besoins des moines soldats. Quand les ordres construisent leur grande forteresse garnison, il s'agit de faire cohabiter dans un même ouvrage du militaire, évidemment, du religieux et du civil. Et donc c'est un gros changement. Sera-t-il suffisant pour contrer l'assaillant? Car le contexte, en ce début du XIIIe siècle, continue à se détériorer. L'Europe a commencé à se désintéresser des croisades et on attendait de moins en moins d'aide de sa part. Les Francs qui vivaient ici ont donc dû recourir aux fortifications pour compenser le manque de main-d'œuvre. Ils ont dû construire des châteaux plus forts et plus fortifiés. On peut dire qu'ils remplaçaient les hommes par la pierre. On a besoin de résister à des armées plus puissantes, avec des armes plus puissantes, mais des armées plus nombreuses, donc qui sont capables d'attaquer sur tous les flancs à la fois. De plus, à cette époque, une nouvelle arme fait son apparition, le trébuchet à contrepoids. C'est une sorte de catapulte qui, par contrebalancement, peut envoyer des boulets de plus de 100 kg sur des distances supérieures à 200 mètres, avec une précision encore jamais égalée. Si vous ne changez pas la dimension du boulet, vous pouvez frapper exactement au même endroit plusieurs fois d'affilée. Et ça vous donne aussi une bien meilleure visée. Vous pouvez planifier votre stratégie de bombardement plus efficacement et ça vous permet de mener votre attaque de manière précise et continue sur le même point. Elles firent beaucoup plus de dégâts sur les châteaux. Il y a une révolution dans la technologie offensive et par la suite, seuls les châteaux très sophistiqués et bien conçus peuvent survivre à ce genre d'attaque. Les hospitaliers ont bien l'intention de renforcer leur forteresse pour répondre à ces nouvelles formes d'attaque. Pour y arriver, ils doivent entièrement repenser le Krak des chevaliers. Ils ont englobé le château du XIIe avec un château du XIIIe siècle bien plus imposant. Donc la forteresse du XIIe siècle était toujours là. Ils ne l'ont pas démolie. Ils lui ont juste ajouté une deuxième peau, pour ainsi dire, une couche extérieure de défense pour l'entourer. Le château intérieur a reçu un revêtement au sud et à l'ouest avec un énorme mur en pente. Les croisés vont édifier le nouveau mur pour former un glacis, c'est-à-dire un mur en pente. Cela va considérablement augmenter la défense. Le glacis, c'est simplement un matelas de pierre, si je peux dire, qui est bâti sur le rocher. Il existait un rocher. Mais simplement, on vient régulariser le rocher de telle manière que ça rend l'escalade extrêmement difficile. Et puis, on creuse un fossé en avant qui augmente cette hauteur du glacis. Donc c'est absolument extraordinaire. Le glacis permet aussi de se protéger contre le travail de sape, bien connu à l'époque. Si vous avez une énorme dalle soutenant votre tour,
votre mur est pratiquement impossible à miner, parce que vous ne pouvez pas faire un trou assez grand pour faire effondrer toute cette quantité de matériaux. Ce glacis sert aussi à supporter des gigantesques tours semi-circulaires qui font plus de 15 mètres de haut. Les croisées les superposent parfaitement aux anciennes tours qui servent de fondation. Habituellement, les tours sont rectangulaires car elles sont moins difficiles à construire. Pourquoi se donner autant de mal à choisir une telle forme? Les tours arrondies sont en quelque sorte une nouvelle option. Et elles sont souvent recouvertes de maçonnerie lisse pour vraiment accentuer la courbe de la tour. Ça, c'est nouveau. Les tours arrondies étaient tout simplement beaucoup plus résistantes aux projectiles parce que la courbe permet de les dévier et ainsi d'éviter les chocs directs. Le glacis et les tours semi-circulaires rendent les murs imprenables. Les croisés le savent. Ils vont donc les appliquer sur les faces les plus vulnérables, dont celles qui se présentent face au plateau facilement attaquables. Le rendu final est impressionnant, unique au Moyen-Orient. On en met plein la vue, et d'ailleurs le glacis qui est sur la face nord n'est pas aussi soigné que le grand glacis de la face d'attaque. Donc c'est véritablement pour impressionner l'assaillant. Ces pierres ont donc été taillées de manière à ce que la tour émerge du glacis sans aucun joint. Et ça implique une architecture et une maçonnerie assez fantastiques. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ce que ça démontre, voilà, c'est vraiment un savoir-faire et puis un virage dans la façon d'approcher le design des forteresses. Le Krak, avec ses tours semi-circulaires et son glacis, devient célèbre dans toute la terre d'Orient, avec une réputation de château imprenable. D'autant plus que les hospitaliers réservent une surprise si l'assaillant arrive jusqu'au mur. Le glacis n'est pas juste une couche de pierre. Il est en fait creux à l'intérieur. Je veux dire, il abrite des passages avec des meurtrières. On a ménagé les galeries pour faire des archères à l'intérieur des galeries pour pouvoir tirer vers l'extérieur. À l'intérieur du glacis, des galeries de 2 mètres de large sur toute leur longueur permettent aux archers d'attaquer quiconque tente l'escalade ou le travail de sape. Les hospitaliers créent enfin une deuxième ligne de défense, impressionnante, qui suit le relief et ceinture le château intérieur. La ligne extérieure du mur était également pourvue de ces tours demi-rondes pour la rendre plus efficace contre l'attaque. Et c'est ce qui fait du Krak des Chevaliers l'un des châteaux concentriques les plus impressionnants de l'époque, ou plus généralement de l'histoire. Et c'est important stratégiquement. Car si ce château extérieur est capturé, ceux qui sont dans le château intérieur ont toujours la possibilité de négocier une reddition. Tout est prévu pour empêcher l'assaillant d'entrer. Même le système d'entrée à porte coudée, poussé à l'extrême, où il faut tourner à 180 degrés, longer un long corridor en pente semé d'archères et de trous par lesquels les occupants peuvent jeter des pierres. C'est l'ensemble de ces éléments qui sont réunis. Et donc on peut voir l'aboutissement de certaines avancées réalisées ailleurs, qui sont toutes réunies ici pour avoir la plus grande efficacité possible. Bien protégés à l'intérieur de l'enceinte, les hospitaliers bâtissent une grande salle de 28 mètres de long. Ils ajoutent une chapelle et une galerie de déambulation. Enfin des cuisines. Car au XIIIe siècle, plus de 3000 personnes vivent dans l'enceinte. Les moines vont donc devoir se surpasser en matière de gestion de l'eau. Azemana et son équipe ont mis à jour un réseau de distribution d'eau encore jamais vu dans une forteresse, extrêmement complexe et sophistiqué. Il permet au Krak des Chevaliers d'être totalement autonome en eau. Nous avons commencé les fouilles en 2017 et nous avons été très surpris de découvrir de nombreux canaux encore inconnus. Donc, on peut reconnaître 3 types de systèmes, ou 3 types d'eau, en fonction de son utilisation. Les eaux blanches, les eaux grises et les eaux noires ou eaux usées. L'eau blanche, c'est la source. Les hospitaliers ont développé un formidable système de récupération d'eau de pluie. De multiples citernes
sont réparties dans tout le château, permettant de la stocker. La plus importante se trouve dans les cuisines. Le problème à cette époque, c'est qu'ils devaient cuisiner tous les jours pour 3000 personnes. Ça demande beaucoup d'eau pour cuisiner, pour nettoyer la vaisselle, pour boire. Donc, nous avons à l'intérieur de la cuisine le plus grand système d'eau potable ou d'eau blanche du Krak. Ils peuvent stocker jusqu'à 600 mètres cubes d'eau. Donc ça fait une énorme quantité. Une fois l'eau utilisée, elle rentre dans le système d'eau grise, qui sera employé pour un deuxième usage. Vous avez un système de latrines, il y en a un peu partout dans le château, mais il y a un groupe de 12 latrines et une tour de 12 autres latrines. Ça devient ensuite de l'eau usée ou eau noire, qui est finalement amenée directement à l'extérieur de la citadelle. Le Krak des chevaliers domine la vallée. Aucune armée musulmane n'ose l'attaquer.